Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver sur votre chaîne préférée PDCI TV. Il fallait s'y attendre. À peine désigné candidat du PDCI RDA à la présidentielle d'octobre 2020, à l'issue des conventions éclatées des 25 et 26 juillet 2020, le RHDP tremble. Au point où les pseudo-juristes du RHDP sortent de leur officine le débat de l'inéligibilité du président Henri Konan Bédié. En tant qu'ancien président de la République, il serait de facto membre du Conseil constitutionnel. Un argument saugrenu brandi par les militants de la case, apeurés de voir face à eux le président candidat du PDCI-RDA. Pourquoi maintenant ce débat? La candidature du président Henri Konan Bédié serait-elle menacée comme le clament les partisans du restaurant? Qu'en est-il concrètement? Afin d'éclairer la lanterne de tous les Ivoiriens et rassurer l'ensemble des militants du PDCI-RDA qui font tant d'espoir sur le président Henri Konan Bédié pour la sauvegarde de la paix en Côte d'Ivoire, PDCI TV reçoit dans le cadre de son émission Tribune de mise au point, Maître Suibi Goré. Il est secrétaire exécutif ou encore celui qu'on appelle en secret depuis le verdict d'Arusha, le tombeur de la CEI. Bonjour maître. Bonjour madame Assou. Maître Suibi Goré, vous êtes, comme je le disais, avocat. Et vous étiez en mission pour votre parti politique dans le cadre de la réforme de la CEI à Arusha en Tanzanie. Le verdict, on le connaît. Doit-on parler de mission accomplie? Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de parler de ce procès. Et je voudrais déjà féliciter l'équipe de PDCI TV pour l'immense travail que vous abattez pour le bonheur des militants du PDCI en particulier et même des Ivoiriens. Parlant du procès d'Arusha, je pourrais dire que c'est mission accomplie. Mission accomplie parce que lorsque, à la suite de la réforme faite par le gouvernement, le PDCI-RDA et certains partis de l'opposition avaient estimé que la réforme n'était pas suffisante, le régime du RHDP avait soutenu que la réforme opérée était suffisante et qu'ils avaient exécuté totalement l'arrêt de la Cour africaine. Ce procès a donné l'occasion de se rendre compte du contraire. Parce que, alors que nous étions en pleine procédure, à la veille de l'audience de plaidoirie, précisément le 4 mars, le président de la République a pris une ordonnance pour modifier la composition de la commission centrale de la CEI et des commissions locales. C'est déjà notre première victoire. Parce que si la réforme était parfaite, pourquoi modifier l'organe en pleine procédure? C'était déjà une première victoire. Le RHDP venait ainsi d'admettre que la réforme critiquée n'était pas bonne. Deuxième élément, dans son arrêt qui vient d'être rendu, la Cour africaine a également dit que les commissions locales doivent être totalement reprises. Elles doivent être reprises. D'abord, il faut parfaire la composition de la CEI parce qu'à ce jour, au niveau de la commission centrale, vous aviez 16 membres selon la loi, mais 15 membres effectivement désignés. Au niveau des commissions locales, on avait 8 membres selon la loi, mais 7 membres effectivement désignés. La Cour africaine a demandé d'abord de compléter le nombre des membres, donc de passer de 15 à 16 effectivement, ensuite de 7 à 8 effectivement, et de reprendre les élections au niveau donc des bureaux des commissions locales. Et troisième élément de satisfaction, la Cour a estimé que les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile devraient être désignés par les organes qui doivent les proposer et que les partis politiques de l'opposition doivent être maîtres du processus de désignation de leurs représentants. La même chose pour les organisations de la société civile. Cet aspect de la décision est dû à la plaidoirie faite par les avocats de l'opposition. Parce que devant la Cour africaine, nous avons relevé le fait qu'il n'y avait dans la loi aucun critère pour le choix des représentants de l'opposition politique. Il n'y avait aucun critère pour la désignation des représentants des organisations de la société civile. Ce qui laissait au gouvernement le libre choix d'appeler à la commission électorale la société civile de son choix, d'appeler à la commission électorale le parti politique de l'opposition de son choix. Or, il y a des critères universellement admis, notamment en ce qui concerne l'opposition politique, c'est les critères
par exemple, les scores obtenus lors des élections. Quand on prend même en Côte d'Ivoire la loi sur le financement des partis politiques, on tient compte du nombre de députés à l'Assemblée nationale, du nombre de voix obtenues à l'élection présidentielle. Donc, il y a la base populaire du parti qui est l'un des critères. Donc, c'est tous ces éléments qui ont amené la Cour à dire que les partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile doivent être les maîtres du processus de sélection et de désignation de leurs représentants au niveau de la CEI. Donc, je dirais que le bilan, il est satisfaisant parce que cette décision a amené le gouvernement à revoir sa copie sur la question de la CEI, là où on nous avait dit que la réforme de la CEI était terminée. Aujourd'hui, nous avons constaté il n'y a pas très longtemps, le Premier ministre a annoncé les élections au niveau des commissions locales après la désignation des représentants de l'opposition. Maître, on vous a compris. Cependant, au lendemain du verdict d'Arusha, le gouvernement, par la voix de son porte-parole, en a fait une autre interprétation. Pourquoi autant de sons discordants? Bon, le gouvernement a pu dire ce qu'il a dit. Mais je pense que nous sommes tous en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, le constat est clair. Il y a un processus voulu par le gouvernement lui-même pour la reprise des commissions électorales locales. Donc face à cette situation, je pense que les Ivoiriens peuvent rapidement se faire une opinion. Est-ce que le gouvernement a eu raison de jubiler alors qu'aujourd'hui, il est en train de faire ce que l'opposition a toujours demandé? Très bien. Donc, toujours dans cette dynamique de victoire et de préparation vers des élections libres et transparentes, le PDCI a organisé avec brio des conventions éclatées pour la désignation de son candidat. Et bien entendu, cela a été sanctionné par une large victoire du président Henri Konan Bédié, désormais candidat du PDCI-RDA aux élections présidentielles d'octobre 2020. Pendant ce temps, on entend parler de candidats de nouvelle génération. Alors, la question est de savoir, le parti, le PDCI-RDA, a-t-il fait le bon choix en désignant le président Henri Konan Bédié? Pour parler même d'abord de candidats de génération et autres, pour nous, c'est plus un slogan politique. Parce qu'il faut situer tous ces thèmes qui sont utilisés aujourd'hui dans un cadre. À l'origine, l'actuel président, le président du RHDP aujourd'hui, en parlant il y a quelques années, en arrière, 3 ou 4 ans en arrière. On parlera plus du RHDP, on dira RDR, parce que le parti est réduit à sa simple expression. Oui, parlons donc désormais du RDR. Non, il y a quelques années en arrière, parlant du choix du candidat de cette coalition-là en 2020, il disait qu'en 2020, nous allons choisir le meilleur d'entre nous. Tout à fait. Et plus tard, c'est devenu, nous allons passer le pouvoir à une nouvelle génération. Mais je veux dire, la loi, notamment la Constitution, qui fixe les conditions d'éligibilité à l'élection du président de la République, dit clairement, fixe un âge plancher, qui est de 35 ans. Il n'y a pas un âge maximum. Donc je veux dire, la loi elle-même n'exclut pas les personnes d'un certain âge. Donc pour pouvoir parler de génération. Deuxièmement, c'est le peuple qui choisit. Ce n'est pas au président en exercice de choisir l'âge de celui qui va lui succéder. Ça, c'est une question qui revient au peuple. C'est au peuple souverain de se prononcer et de choisir entre les candidats qui vont se présenter conformément à la loi fondamentale. Donc pour nous, la question de génération, c'est un simple slogan politique pour régler certains problèmes au sein même du RHDP. Pour ce qui est du plébiscite du candidat Henri Konan Bédié aux élections pour le compte du PDCI, le choix. Le choix. Oui, c'est un choix qui a été fait dans la transparence. D'accord. C'est un choix qui montre aujourd'hui aux yeux de tous ceux qui pensaient qu'au niveau du PDCI-RDA, nous avions un problème avec notre candidat. Ça leur montre que la base du PDCI-RDA se reconnaît en la candidature du président Henri Konan Bédié. C'est cette base qui a porté cette candidature. Il a été élu, il a été plébiscité par les militants du PDCI-RDA. Donc nous n'avons aucun problème avec cette candidature et je pense même que les Ivoiriens n'ont aucun problème avec cette candidature. C'est simplement des discours politiques qui sont tenus par nos amis d'hier qui en réalité redoutent la candidature du président Bédié.
Maître Tubi, vous êtes juriste, comme je le disais en entame. On va parler d'un sujet qui fait beaucoup jaser sur les réseaux et sur les plateformes de discussion. Il s'agit de la candidature du président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, l'on évoque un possible rejet de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Raison évoquée, le président Bédié serait, en tant que chef de l'État, président de la République, membre de droit du Conseil constitutionnel. Et semble-t-il n'avoir pas renoncé 6 mois avant. Qu'en est-il réellement? Est-ce que la candidature de notre champion, je veux dire, est-elle menacée? Je vous remercie pour cette question qui me donne l'occasion d'éclairer la lanterne des militants du PDCI-RDA, je pourrais même de tous les observateurs de la scène politique sur ce sujet, qui je l'ai constaté moi-même aussi, à faire le tour des réseaux sociaux avec tous les débats qui s'en est suivi. De quoi s'agit-il? Il faudrait que nous soyons clairs sur les thèmes qui sont utilisés. Il est vrai, la Constitution fait des anciens présidents de la République des membres du droit du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il y a déjà une nuance. Il faut pouvoir éclaircir la notion de membre du droit. Parce que le membre du droit, c'est celui qui est membre d'une institution par la loi. C'est-à-dire que sa qualité de membre, il ne la tire pas d'une décision de nomination. C'est la loi qui fait de lui le membre d'une institution. C'est un droit. Or, comme tout droit, il doit être exercé. Donc, le membre du droit n'est pas le membre effectif du Conseil constitutionnel. Entre ce droit qu'il a d'être membre et l'effectivité, il y a un acte qu'il doit poser. La même loi dit, sauf renonciation expresse de leur part. Ça veut dire que l'ancien président de la République peut ne pas être membre du Conseil constitutionnel s'il renonce de façon expresse. Donc ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'article 131 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit clairement les cas d'incompatibilité avec la fonction de membre du Conseil constitutionnel. On parle de tout mandat électif, l'exercice de tout emploi public ou de toute fonction politique. Et ce texte est clair pour dire que est démis d'office tout membre du Conseil constitutionnel qui se trouve dans un cas d'incompatibilité. Il est démis d'office. C'est-à-dire qu'il n'a même pas à poser un acte de démission. Le seul fait pour un membre du Conseil constitutionnel d'accepter une fonction qui est incompatible avec la qualité de membre de cette institution, il est démis d'office. Or, nous le savons tous, le président Bédié est depuis 1994 président du PDCI de façon continue. Depuis 1994. Il n'a jamais cessé d'être président du PDCI-RDA. Même lorsqu'il était en exil, le secrétaire général Fologo était président par intérim, mais le président Bédié est resté président du PDCI. Donc, même après le coup d'État de 1999, il n'est jamais devenu membre du Conseil constitutionnel parce qu'il a toujours exercé une fonction politique. Donc, aujourd'hui, la question de sa qualité de membre du Conseil constitutionnel ne se pose même pas. Il n'a jamais pu devenir membre de cette institution parce qu'il a toujours exercé une fonction politique qui est celle de président du PDCI-RDA. Donc je voudrais donc rassurer les militants du PDCI pour dire que le président Bédié n'est pas membre du Conseil constitutionnel. Il est membre du droit. C'est-à-dire que la loi lui donne le droit d'être membre de cette institution. Mais à cause de sa fonction de président du PDCI-RDA, il n'a jamais pu avoir cette qualité effectivement. Donc il n'a pas à démissionner, il n'a pas à renoncer. Il est éligible. Oui, mais je veux aborder tout dans le même sens du Conseil constitutionnel pour savoir, il n'y a pas de procédure, quand on est membre de droit, il n'y a pas de procédure au niveau de la Cour du Conseil constitutionnel pour dire que le président aurait, par exemple, participé à une réunion, validé son adhésion en tant que membre. Entre les membres de droit sont membres du Conseil constitutionnel parce que la loi le prévoit. Aucune autorité ne leur donne cette qualité et également aucune autorité ne peut leur refuser cette qualité. C'est la loi qui leur donne cette qualité. Mais dans la pratique, premièrement, ils peuvent renoncer de façon expresse à cette fonction.
à cette qualité de membre du Conseil constitutionnel. Deuxièmement, ils peuvent se trouver dans une situation de droit qui fait qu'ils ne peuvent plus être membres du Conseil constitutionnel et qu'ils sont démis d'office. Or, lui, depuis 1994, jusqu'à ce jour, il a été de façon continue président du PDCI-RDA, qui est une fonction politique. Donc, il n'a jamais pu devenir membre du Conseil. Maître, face à ce vrai faux débat, on va l'appeler comme ça, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'en 2010, Henri Konan Bédié était le candidat du PDCI, ancien président de la République. Ce débat n'avait pas lieu de citer. Pourquoi en 2020? Qu'est-ce qui a changé d'octobre 2010 à octobre 2020 pour que ce débat-là fasse surface? Non, rien n'a changé et je pense que votre question même permet de comprendre que c'est un faux débat. Le président Bédié a été candidat en 2010. Cet argument n'a jamais été soulevé. Pourtant, à cette date, il était bien ancien président. Bien sûr. Cette question n'a pas été un obstacle. Il a été candidat. Donc aujourd'hui, ceux qui soulèvent ce débat, c'est en réalité ceux qui redoutent la candidature du président Bédié. Sinon, juridiquement, il n'y a aucun obstacle lié à un quelconque statut d'ancien président de la République qui serait membre de droit du Conseil constitutionnel pour parler de ce qui ne pourrait pas être candidat donc à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Donc, de manière très formelle, il n'y a pas de cas de forclusion dans ce débat. Non, il n'y a pas de cas de forclusion parce qu'il aurait fallu que le président soit membre effectivement du Conseil constitutionnel. Très bien. Pour qu'on puisse lui opposer le fait qu'il n'a pas, par exemple, démissionné 6 mois avant l'élection présidentielle. Très bien. Or, sa qualité de président du PDCI-RDA est un obstacle de droit à sa qualité de membre du Conseil constitutionnel. La loi est claire. La loi dit est démis d'office. Très bien. Toute personne, tout membre du Conseil constitutionnel qui se trouve dans un cas d'incompatibilité. Or, lui, depuis 1994, il occupe une fonction politique qui est incompatible avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel. Donc, comment peut-il renoncer à une qualité qu'il n'a jamais eue? Très bien. C'est pas possible. Très bien. Merci, maître. Pour davantage éclairer nos militants qui sont inquiets, maître, pouvez nous expliquer les déclinaisons de l'article 50 du Code électoral? Cet article est brandi pour invalider la candidature du président Bédié. L'article 50 du Code électoral, qu'est-ce qu'il dit? Non, l'article 50 du Code électoral énumère les cas d'inéligibilité à l'élection du président de la République d'un certain nombre de personnalités, notamment les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État. Donc il y a un certain nombre de personnalités, membres de ces institutions-là, qui, selon l'article 50 du Code électoral, ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle quand ils sont en fonction ou dans les 6 mois de la cessation de leur fonction. Mais concernant le président Bédié, cet article est brandi parce qu'il y a une autre disposition qui dit que les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Or, c'est vrai que la loi lui ouvre le droit à devenir membre du Conseil constitutionnel, mais comme je l'ai dit, sa fonction de président du PDCI a toujours été un obstacle pour lui pour accéder à cette fonction. Donc il n'a aucun problème avec l'article 50 qui ne lui est pas applicable. Maître, la répétition étant pédagogique, en termes très clairs, que revêt le statut de membre du Conseil constitutionnel? Non, le statut, que revêt le statut de membre du Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel est une juridiction, est l'institution au niveau de l'État qui est chargée d'interpréter la Constitution, d'apprécier la conformité des lois à la Constitution et également de réguler le fonctionnement des pouvoirs publics. Et au niveau du Conseil constitutionnel, je pourrais dire qu'il y a 3 types de membres. Les membres nommés, il y a 2 types. Il y a les membres qui sont nommés sur proposition du président de la République, et puis il y a ceux qui sont nommés sur proposition du président de l'Assemblée nationale. Et puis, vous avez l'autre catégorie de membres, ce sont les anciens présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part. Donc, la seule qualité d'ancien président de la République leur donne le droit d'être membre du Conseil constitutionnel, mais ils peuvent refuser expressément
de siéger dans cette institution, ou alors ils peuvent avoir une fonction politique qui les empêche de devenir membres du Conseil constitutionnel. Les Ivoiriens et les militants sont rassurés, mais quels sont les arguments juridiques qui garantissent la légitimité de la candidature du président Bédié? Une fois, nous insistons. Les arguments juridiques, c'est que nous connaissons les conditions d'éligibilité à la présidence en Côte d'Ivoire. De façon très simple, il faut être ivoirien, né de père ou de mère ivoirien d'origine. Donc il faut être exclusivement ivoirien, donc ne pas avoir une autre nationalité. C'est le cas du président Bédié, qui a déjà été candidat, qui a dirigé ce pays, qui a déjà été candidat. Il y avait une seule condition dans l'ancienne constitution qui aurait pu être un obstacle. Parce qu'en fait, c'est la seule condition. C'était la condition de l'âge. Parce que si vous vous rappelez, dans l'ancienne constitution, le candidat devait avoir entre 40 et 75 ans. Tout à fait. Donc, cette constitution-là a été modifiée sur proposition à l'initiative de celui-là même qui parle de la nouvelle génération aujourd'hui. Oui. Il parle de nouvelle génération alors que c'est lui qui a fait sauter le verrou de l'âge de 75 ans. Donc, c'est la seule disposition constitutionnelle qui aurait pu être un obstacle à la candidature du président Bédié. Cette disposition a été levée. Toutes les autres conditions, il est rempli parfaitement. Donc, pour nous, la candidature du président Bédié ne souffre d'aucune faiblesse sur le plan juridique. Très bien, mais parlons toujours de la présidentielle d'octobre 2020. Se référant à l'éligibilité des candidats, c'est de plus en plus, le bruit se fait de plus en plus entendre de ce que le président Alassane Ouattara aurait des velléités pour se présenter pour un troisième mandat. Qu'en est-il réellement de ce faux suspense que le principal concerné entretient? Alassane Ouattara est-il autorisé à compétir pour une troisième fois? Merci beaucoup. Alors le suspense, je pense que je ne suis pas du RHDP, je ne fais pas partie donc de l'entourage de M. Ouattara, je ne peux pas savoir quelles sont ses intentions réelles. Mais la seconde partie de votre question, elle est d'ordre purement de droit, je peux y répondre. Parce que la question aujourd'hui qui se pose et qui fait débat, c'est celle de la possibilité pour le président actuel de briguer un autre mandat. Après les deux mandats qu'il a effectués. D'abord le premier mandat de 2010 à 2015 et le second mandat de 2015 à 2020. Est-ce qu'il peut à nouveau faire acte de candidature? Les Ivoiriens vous écoutent. Alors, sur cette question, je pense que la loi est claire. Je vais d'abord remonter, parce que tout est parti de la nouvelle constitution, celle de 2016. À la suite de l'adoption de cette constitution et de son entrée en vigueur, on a entendu le président Ouattara dire plusieurs fois que cette nouvelle constitution lui donne le droit de faire un troisième mandat, qu'il ne veut pas le faire, mais que s'il le voulait, la constitution lui donnait le droit de le faire. Et je pense qu'il a tellement dit que certains de ses partisans ont certainement fini par croire que ce qu'il disait était juridiquement fondé et était vrai. Or, il en est autrement. Je prends d'abord, parce qu'il y a quand même des actes qui ont été posés, il y a quand même des déclarations qui ont été faites. Je prendrai seulement la déclaration du garde des Sceaux devant les députés. Monsieur le ministre Sansan Kambilé. Le ministre de la Justice. Lors de l'examen justement du projet de loi de la Constitution actuelle. Il a dit devant les députés, devant les représentants de la nation, qui s'inquiétait justement de ce que cette nouvelle constitution était en préparation par le régime pour permettre au président Ouattara de faire un troisième mandat. Il a dit, premièrement, que ce n'était pas dans l'intention du président de la République de chercher à briguer un troisième mandat, mais ça encore, c'est une déclaration, c'est purement politique. Il peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas l'intention et puis changer d'avis demain. Ça, c'est la vie de tout être humain, on peut changer d'avis. Tout à fait. Mais il a surtout dit que même si le président Ouattara le voulait, les textes même de la Constitution l'empêcheraient de briguer un troisième mandat.
c'est les propos du ministre de la Justice. Ce n'est pas n'importe qui dans un État. Pour enchérir, maître, pour enchérir, je vais aussi dire que le conseiller juridique du propre président Alassane Dramane Ouattara, en l'occurrence le monsieur Cissé Ibrahima Bakongo, a affirmé sur un plateau de télévision, notamment Africa 24, qu'il était formellement impossible au président Ouattara de briguer pour un troisième mandat. Il est co-auteur de la nouvelle constitution. Il est co-auteur de la nouvelle constitution. De même que le ministre Sansan Kambili, les deux étaient membres du comité des experts. Ouais. Donc je veux dire, c'est des déclarations qui ont été faites à un moment donné, de façon formelle, de façon claire. Ils ont affirmé que le président de la République ne pouvait pas faire un troisième mandat parce que la Constitution l'en empêchait, notamment l'article 183 de la Constitution, qui dit que la législation actuellement en vigueur reste applicable, sauf intervention de textes nouveaux contraires. Ça veut dire quoi? Que quand cette Constitution entre en vigueur en 2016, le droit applicable en Côte d'Ivoire reste le même, il n'y a pas de changement, sauf s'il y a des textes nouveaux. Alors concernant le nombre de mandats que peut faire un président, dans l'ancienne Constitution, dans le droit qui était en vigueur, dans la loi qui était en vigueur, la Constitution de 2000. Voilà, oui, dans la Constitution de 2000, jusqu'à l'entrée en vigueur de celle de 2016, cette Constitution-là prévoyait la limitation du nombre de mandats à 2. En son article 183. Aujourd'hui, il y a une nouvelle constitution qui entre en vigueur en 2016, qui prévoit également la limitation du nombre de mandats à 2, et qui dit que la législation en vigueur reste applicable, sauf intervention de textes nouveaux contraires. Sur la question de la limitation du nombre de mandats, il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire que la législation qui était en vigueur depuis 2000 n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur de cette constitution. Très bien. C'est la première chose. Deuxièmement, malgré l'entrée en vigueur de cette constitution en 2016, mais le président de la République, il a été élu en 2015. La nouvelle constitution qui rentre en vigueur en 2016 prévoit désormais un ticket, le président et son vice-président. Et cette constitution prévoit même un mode de désignation du vice-président. Selon le texte, avant la modification qui est intervenue il n'y a pas longtemps, le président de la République, le candidat, choisit un vice-président qui est élu en même temps que lui. C'est le ticket présidentiel. Le ticket présidentiel, qui était dans la Constitution qui a été adoptée en 2016. Si, comme le prétendent les juristes du RAGP, cette nouvelle Constitution était venue faire table rase, mais on peut se poser des questions. Donc, en vertu de quoi le président de la République a continué de diriger le pays après l'entrée en vigueur de la Constitution de 2016. C'est ça. Et cette Constitution, dans cette disposition, parle du président en exercice. Ça veut dire que juridiquement, cette Constitution prend en compte une situation de droit. C'est que c'est une Constitution qui entre en vigueur dans une république qui a déjà un président. Et la Constitution ne dit rien sur le mandat qui est en cours. Ne dit pas s'il doit continuer ce mandat. Ne dit pas si ce mandat doit s'arrêter pour qu'on fasse une nouvelle élection. La Constitution, en réalité, prend en compte ce mandat. De sorte que, juridiquement, au regard des institutions de la République, concernant le président, on est passé d'une constitution à une autre, mais les deux constitutions ont considéré le président de la République en exercice. C'est-à-dire qu'il a été élu sous la constitution de 2000, la constitution de 2016, qui entre en vigueur, le prend automatiquement en compte. Donc il y a une continuité. C'est un président donc, qui passe de la constitution de 2000 à celle de 2016, qui ne dit rien sur son mandat. C'est-à-dire qu'il prend ce mandat en compte, qui tient compte de ce mandat. De sorte que la règle qui est établie, qui parle du nombre de mandats limités, les deux mandats qu'il a exercé, le premier mandat qu'il a exercé sous la Constitution de 2000, le deuxième mandat qu'il commence sous la Constitution de 2000, ces deux mandats-là rentrent automatiquement dans la situation juridique régie par la Constitution de 2016.
parce que rien n'a été dit sur son mandat. Je le dis en prenant en exemple la situation qui a prévalu au Sénégal, parce que c'est l'un des précédents qui est souvent visé. Au Sénégal, lorsque la nouvelle constitution est entrée en vigueur, il y a eu une disposition clairement qui a régi le mandat du président qui était en exercice, en disant que le président de la République en exercice termine son mandat. Donc, il y a une disposition qui a fait allusion clairement à son mandat qui était en cours. Et qu'à l'issue de ce mandat-là, il y aurait une nouvelle élection. Mais dans le cas qui nous concerne, la Constitution n'a même pas parlé de mandat, simplement parce qu'il y a eu une sorte de transmission du mandat du président de la République élu sous la Constitution de 2000, automatiquement qui est rentré dans la Constitution de 2016 avec ce même mandat. Et c'est ce mandat qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne peut pas nous dire qu'il y a eu une table rase, alors que depuis 4 ans, c'est le mandat obtenu sous la Constitution de 2000 qui lui permet d'être président de la République. Donc il n'est pas éligible parce que sur la question des mandats, du nombre de mandats limités, il n'y a rien de nouveau. Par contre, et je le dis aussi parce que j'ai entendu certains dire que s'il n'est pas éligible parce que la règle de la limitation des mandats prévue par la Constitution de 2000 serait toujours applicable en Côte d'Ivoire, donc le président Bédi aussi ne serait pas éligible parce que dans la Constitution de 2000, il y a la règle de la limitation de l'âge des candidats, notamment les 75 ans. Mais l'article 183 dit que la législation actuellement en vigueur reste applicable sauf intervention de textes nouveaux contraires. Tout à fait. La Constitution qui entre en vigueur elle-même contient une disposition contraire sur l'âge des candidats par rapport à la Constitution de 2000. Très bien. Dans celle de 2000, il y a un âge plafond, 75 ans. Dans celle de 2016, il n'y a pas d'âge plafond. Donc on a une disposition nouvelle qui est contraire à ce qui était en vigueur jusque-là. Donc le président Bédié n'a aucun problème. Mais concernant la limitation des mandats, on a une, dans la Constitution de 2000, on vous dit 2 mandats, pas plus. Dans celle de 2016, on vous dit 2 mandats, pas plus. Donc ça veut dire que la législation qui était en vigueur jusque-là, il n'y a pas un texte nouveau qui est contraire, donc ça reste applicable. Donc il est à son 2e et dernier mandat. Très bien. Claire. Maître, c'est vrai que les juristes du RHGP estiment qu'avec la Constitution de 2016, tout est à zéro pour le président Alassane Ouattara. Mais, maître, pour vous, quels sont les risques d'un 3e mandat pour M. Ouattara? Alors, les risques d'un 3e mandat, je ne les appréhenderai même pas pour M. Ouattara, je les appréhende plutôt pour la Côte d'Ivoire. Et pour la paix sociale, pour la tranquillité publique. Parce qu'on l'a vu déjà dans d'autres pays, ce que certaines volontés, certaines vérités du 3e mandat ont apporté. Tout juste à côté de nous, au Burkina, on a tous été témoins de ce qui s'est passé. Quand il y avait un projet de modification de la Constitution pour permettre au président qui était en exercice de pouvoir être à nouveau candidat. On a vu le cas du Burundi, qui n'a plus connu de paix sociale. Le président de l'époque a pu organiser des élections, il a été réélu, mais c'est un pays qui n'a plus jamais été en paix jusqu'à ce qu'il décède. Aujourd'hui, pour moi, le risque d'un 3e mandat, c'est simplement de venir dégrader la paix sociale, de venir tendre encore plus l'atmosphère politique. Parce que, en dehors du RAGP, tous les autres acteurs politiques et même les organisations de la société civile sont unanimes pour dire que le 3e mandat n'est pas possible. Et même au sein du RAGP, avant que la question du 3e mandat ne se pose, il y a des acteurs, tout à l'heure j'ai cité le ministre de la Justice. Vous avez donné l'exemple du conseiller juridique du président lui-même, qui ont dit que le 3e mandat n'était pas possible. Et puis aujourd'hui, on voit des chefs défiler, on voit des ministres, on voit des présidents d'institutions appeler à un 3e mandat. C'est-à-dire appeler à poser un acte qui est contraire à la Constitution. Est-ce que cette candidature va apaiser le climat social?
est-ce que cette candidature va apaiser l'atmosphère politique en vue de l'élection présidentielle du 31 octobre? Je pense que non. C'est une candidature qui ne va pas servir la Côte d'Ivoire. Et je crois que le président de la République, après les 2 mandats, pour moi, devrait plutôt rester conforme à l'engagement qu'il a pris devant les représentants de la nation à Yamoussoukro. Lorsqu'il a dit qu'après les 2 mandats, qu'il est un homme de parole, il est un homme d'engagement, il respecte ses engagements. Et comme il avait pris l'engagement de le faire, il a décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020 et qu'il allait passer le pouvoir à une autre génération. Ça, c'est l'engagement qu'il a pris devant la nation. Mais c'est un engagement même qui est conforme à la Constitution. Donc pour moi, juriste, ce n'est même pas un engagement qu'il prend. Quand il vient pour dire qu'il a décidé de ne pas se présenter, de toute façon, il ne peut même pas se présenter. C'est donc le respect de la Constitution. Il a simplement, il s'est simplement conformé à la loi fondamentale. Et pour moi, il devait rester sur cette position. C'est une candidature qui est juridiquement impossible pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la tranquillité, pour préserver le climat de paix et pour garantir même des élections transparentes, crédibles, démocratiques. Il doit renoncer à un 3e mandat. Merci, maître. Le président doit renoncer à un 3e mandat. Dans l'espoir qu'il entendra nos paroles, maître, votre dernier mot. Mon dernier mot, je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, rassurer les militants du PDCI-RDA. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous, en tant que militants du PDCI-RDA, c'est cette question-là qui est importante pour nous. C'est-à-dire notre candidat. Nous avons organisé notre convention, nous avons choisi un candidat et automatiquement il y a une polémique qui a commencé à enfler pour faire croire qu'il ne serait pas éligible. Mon dernier mot, c'est de dire aux militants du PDCI-RDA que le président Bédié est éligible. Il n'y a aucun obstacle juridique à sa candidature. Merci. Merci d'avoir rassuré et éclairé nos militants sur l'éligibilité de la candidature du président champion Henri Konan Bédié pour le compte du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Quant à vous, chers téléspectateurs, continuons de respecter les mesures barrières, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour notre prochain numéro. Bonsoir.